Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Nous poursuivons toujours notre lecture avec le chapitre 6, première partie. Dès que les chasseurs traditionnels et professionnels ont mis les mains sur la région de 1048, nous et le bonheur avons cessé d'être dans le même village. C'est comme ça, disent les indigènes nègres noirs, pour raconter que nous avions perdu le bonheur. Nous, c'est le bandit boiteux de Yacouba Grigriman, le multiplicateur de billets, et moi, votre serviteur. L'enfant de la rue sans peur ni reproche. Ils nous ont tout pris en nous fouillant jusqu'au caleçon. Lorsqu'ils arrivaient au caleçon de Yacouba, au lieu de découvrir un gros cul, ils tombaient sur des petites bourses contenant des diamants et de l'or. C'est là, sous le boubou et dans le pantalon bouffant, que Yacouba, le vieux boiteux, conservait ses économies. Moi aussi. En fouillant dans mon caleçon, ils ont trouvé de l'or et du diamant. Mais ce n'était rien par rapport à Yacouba qui avait fini par ressembler, lorsqu'il marchait, à quelqu'un qui avait de gros testicules hernières, une volumineuse hernie. Hernie signifie tuméfaction formée par un organe partiellement ou totalement sorti. Tellement, il avait des bousses autour de la ceinture et dans le bouffon du pantalon. Les chasseurs lui ont tout pris. Ils nous ont tout pris. Ils nous ont parqués dans des enclos. Nous étions nombreux, des soldats, des enfants soldats et même des femmes. Nous étions nombreux, tout ce bataillon de crèves de faim qui suivent des troupes des guerres tribales pour avoir un bout de manioc à grignoter. Ils nous ont parqués dans un enclos où on ne nous donnait pas à manger. Nous avons hurlé de faim. Yacouba a fait valoir sa fonction de Grigriman. Ça n'a pas suffi, ça n'a pas marché. Comme nous avions de plus en plus faim et que nous hurlions de plus en plus fort et qu'ils ne trouvaient rien à nous donner à manger, ils nous ont libérés. Après des interrogatoires sommaires, ils nous ont libérés. Nous étions libres, sans le sou et sans âme pour pressurer la population. Les chasseurs traditionnels n'avaient pas besoin de Yacouba le Grigriman. Ils étaient tous Grigrimen. Moi aussi, j'étais libre. Les chasseurs professionnels et traditionnels, les Kamajors, n'avaient pas besoin de soldats enfants. Leur code leur interdisait d'utiliser des enfants à la guerre. Pour participer à la guerre à leur côté, il fallait être initié comme chasseur. De sorte que, pour la première fois, nous, Yacouba et moi, étions confrontés à la réalité, à la précarité de la guerre tribale. C'est dans cette situation que j'ai pu admirer la débrouillardise de Yacouba pour se défendre dans la précarité. Nous avions quitté 1048 pour Freetown. Là, il a saisi 3 troncs d'arbres et un peu de paille. Il a monté une paillote. Paillote d'après l'inventaire construction légère. Il s'est installé là-dedans comme un féticheur, comme Grigriman, fortiche pour changer en eau les balles sifflantes. Le début a été difficile. Moi, je faisais le coadjuteur. Coadjuteur signifie adjoint à un féticheur. Mais à la fin, on a commencé à avoir notre bout de manioc à manger. On n'était pas dans un hôtel 4 étoiles, mais on grignotait quand même chaque jour le morceau. C'est à ce moment que tout est arrivé, montrant une fois encore que Allah ne dort jamais, qu'il veille sur tout sur terre, qu'il veille sur des malheureux comme nous. On avait fini par trouver un équilibre entre les hommes du démocrate Tejan Kaba et ceux des 4 bandits de grand chemin qui écumaient la Sierra Leone. Les hommes du bandit du général nigérian commandant les forces de l'Ecomog, ceux du bandit commandant les forces Sierra Leonaises, ceux du bandit Fondé Sanko et ceux du bandit Haïgan Norman, ministre de la Défense et commandant les Kamajors, les chasseurs traditionnels. Oui, il y avait un équilibre entre tous ces différents combattants, ces différentes bandes, lorsque le FMI a mis son nez là-dedans. L'équilibre était établi sur l'effectif de 800 chasseurs traditionnels, de 15 000 soldats, de 20 000 guerrilleros de Fondé Sanko et d'un nombre secret des forces de l'Ecomog. Les soldats de l'armée régulière recevaient une allocation mensuelle de 40 000 sacs de riz, constituant une partie de leur solde et $1 par troupier. Troupier signifie militaire. Les chasseurs traditionnels avaient une allocation mensuelle de 20 sacs de riz.
Le FMI a trouvé. Voilà, hey, les banquiers n'ont pas pitié, n'ont pas de cœur. Que les militaires bouffaient trop de riz coûtait trop cher à la communauté internationale. Et le FMI a voulu réduire le nombre de soldats de 15 000 à 7 000 et l'allocation mensuelle de 40 000 sacs à 30 000. Les militaires rouspétaient et juraient sur tous les dieux qu'ils ne mangeaient pas trop. Seulement lorsqu'ils commençaient à avaler leur maigre ration de riz, des membres de leur famille et des connaissances avaient la fâcheuse habitude de se trouver là où ils goûtaient. Et à cause de la vieille solidarité africaine, la ration de riz était partagée entre un nombre infini de consommateurs. Le FMI tenait pas compte de la solidarité africaine dans le fichu pays comme la Sierra Leone. Et les militaires de dire leur dernier mot. Ils refusent de réduire leur effectif. Ils refusent catégoriquement de descendre en dessous de 34 000 sacs par mois. Pour trouver et servir les 4 000 sacs supplémentaires de riz, la différence entre 34 000 et 30 000, le pauvre gouvernement démocratique du pauvre Tejan Kaba fut obligé d'augmenter le prix du carburant dans tout le pays. Et l'augmentation du prix du carburant ne donna pas grand-chose. Les premiers mois, il a pu payer les 33 000 sacs de riz. Le deuxième, il n'a eu que 2 000 et le troisième, le mois de mai 1997, il n'a eu que le prix de 500 sacs. 500 sacs. Quand les officiers se furent servis, les troufions, les bidas n'eurent rien. Les conséquences ne tardaient pas. Le putsch éclata ce 25 mai. Ce putsch signifie soulèvement, coup de main armé d'un groupe. Ce 25 mai, le putsch éclata d'autant plus facilement qu'il y avait de la dérive ethnique de la part de Tejan Kaba. Dérive signifie que le gouvernement Kaba favorisait l'ethnie mandé. Le 25 mai à l'aurore, ça commença par des affrontements meurtriers entre les troupes de Lecomog et les éléments de l'armée régulière. Puis, tout Freetown s'embrasa. Le président élu Tejan Kaba, Jonah sauta dans un hélicoptère de Lecomog. L'hélicoptère l'emmena à Conakry, capitale de la Guinée, près du dictateur Lassana Conté, où c'était plus peinard. Là, il a eu le temps pépère de demander aux États membres de la CEDEAO de lui restituer son pouvoir. Et il avait bien fait de décamper. Décamper, c'est s'enfuir. Car après lui, dans Freetown, tout le monde tira sur tout le monde. De la mer, les bateaux de l'Ecomog du Nigeria pillonnaient dans le bordélique. Ça dura 2 jours de bombardement et réalisa le plus beau coup d'État, c'est-à-dire le plus meurtrier de ce fichu pays de Sierra Leone qui en a vu tant d'autres. Près de 100 morts. Après 2 jours de massacre, les choses s'organisaient. La nouvelle junte Conseil militaire révolutionnaire a dissous le Parlement, a suspendu la Constitution, a interdit les partis politiques et a institué le couvre-feu. La junte mit en place le gouvernement du Conseil révolutionnaire des forces armées Afrique. Les putschistes, groupes de personnes armées qui s'emparent du pouvoir, prennent pour chef comme président Johnny Koroma. Johnny Koroma accepte. Il le libérait de prison où il était enfermé à la suite d'une première tentative de coup d'État. Il désignait comme vice-président Fondé Sanko. Et Fondé Sanko, de sa prison du Nigeria, demanda à ses guérilleros perdus dans la brousse et la forêt d'obéir à la junte. Alors là, comme vice-président Fondé Sanko, la communauté internationale unanime a mal réagi au coup d'État. Très mal réagi. Tout le monde en avait marre de cette fichue Sierra Leone de tous les malheurs. Dès le 27 mai, le Conseil de sécurité, à l'issue de cette délibération, déplore vivement cette tentative de renversement et demande que soit immédiatement rétabli l'ordre constitutionnel. Fait majeur, le Conseil de sécurité lance un appel à tous les pays africains et à la communauté internationale pour qu'ils s'abstiennent de reconnaître le nouveau régime, de soutenir de quelque manière que ce soit les auteurs du coup d'État. Le 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, se tient à Harare au Zimbabwe du 2 au 4 juin. Dans sa résolution finale, ce sommet condamne le coup d'État du 25 mai et demande que la crise soit réglée dans le cadre de la CEDEAO.
Et la CEDEAO, c'est le Nigeria. Le Nigeria, c'est-à-dire le dictateur du Nigeria, le bandit criminel Sani Abacha. Sani Abacha qui, plus que tout le monde sur Terre, en avait marre de ce bordel de pays de Sierra Leone. Sani Abacha mis au banc des chefs d'État après l'assassinat des représentants du peuple à Ogoni. Mettre au banc, c'est déclarer indigne, dénoncer au mépris public. Sani Abacha mis au banc et qui a besoin de se refaire une virginité, c'est retrouver une innocence perdue et répartie sur une bonne voie. Sani Abacha, le dictateur criminel du Nigeria, qui veut assumer un leadership régional, leader signifie chef de file, Sani Abacha qui veut jouer le rôle de gendarme de l'Afrique de l'Ouest, c'est pour toutes ces raisons que Sani Abacha a fait venir plein de bateaux de guerre dans les eaux territoriales de ce fichu pays de Sierra Leone. Et les bateaux pillonnent la ville de Freetown, la capitale martyre de ce fichu pays. Le Nigeria de l'Ecomog avait cru à une promenade pouvoir mettre à genoux l'Afrique en une semaine ou 3 au plus. Ce fut une erreur. Johnny Koroma et le RUF, devenus une unique force, résistèrent malgré les dégâts, les destructions massives opérées par les forces de l'Ecomog. Johnny Koroma, le 13 juin, se tourna vers les chasseurs traditionnels, les Kamajors. Au nom de la patrie Sierra Leone, il leur demanda d'enterrer la hache de guerre, de combattre avec l'Afrique les forces d'occupation nigérianes. Pour toute réponse à Johnny Koroma, le 27 juin, les Kamajors armés de lance-roquettes et de grenades attaquaient en 3 points différents le 38e bataillon de la ville de Koribundu, à 200 km au sud-est de la ville de Freetown. La victoire de l'attaque obligea la junte à envoyer des renforts militaires vers Koribundu, Dobo et Moyamba. Comme à Koribundu, c'est tous les districts de l'Est et du Sud qui étaient enlisés dans les affrontements meurtriers. L'alliance formelle entre l'Afrique et la RUF contre les Nigériens et les Kamajors aggrava l'anarchie, donna une nouvelle base à la RUF qui était opposée jusqu'ici à tout compromis. La communauté internationale réagit par 2 méthodes, la pression et la négociation. Dans le domaine de la négociation, pour conduire à terme les décisions prises par le Conseil de sécurité, le Conseil des ministres des Affaires étrangères de la CEDEAO opta pour la création d'un comité ministériel comprenant les représentants du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Ghana. À ce comité se joignirent les représentants de l'OUA et de la CEDEAO. Ce comité à 4 avait pour mission de suivre l'évolution de la situation en Sierra Leone et d'entamer des négociations avec la junte afin d'obtenir le rétablissement de la légalité constitutionnelle en Sierra Leone. Dans le domaine de la pression, le renforcement de l'embargo, l'aéroport de Lungi est occupé par les forces nigérianes. Il sert d'appui à une puissante artillerie qui sans cesse bombarde la ville. Les eaux territoriales de Sierra Leone sont l'objet d'une surveillance stricte par les bateaux nigériens. Ces bateaux nigériens pillonnent dans le bordélique. La Sierra Leone est privée de tout, de nourriture, de médicaments. Le premier résultat auquel ont abouti les pressions et le contact entre le comité des 4 et une délégation de la junte, ce contact a eu lieu les 17 et 18 juillet au 23e étage de l'hôtel d'Ivoire à Abidjan. À l'issue de la rencontre, le communiqué laisse poindre l'espoir que le président élu pourrait retrouver son fauteuil de chef démocratiquement élu. La bonne volonté des représentants de Johnny Koroma est telle que le comité consent un répit dans les pressions, dans les bombardements. On laisse le temps aux représentants de l'Afrique et de rentrer chez eux et de revenir avec des propositions concrètes. Le deuxième round des négociations d'Abidjan, round signifie épisode d'une négociation difficile. C'est ouvert les 29 et 30 juillet 1997, toujours au 23e étage de l'hôtel d'Ivoire. Il devait porter sur les modalités de l'établissement de la légalité constitutionnelle surprise. Les nouvelles propositions de la junte sont en total désaccord avec les points acquis au cours de la première rencontre et restés au pouvoir jusqu'à l'an 2001.
Les nouvelles propositions de la junte sont en total désaccord avec les points acquis au cours de la première rencontre du 17 juillet. La junte veut maintenir la suspension de la Constitution et rester au pouvoir jusqu'à l'an 2001. Le comité exprime sa profonde déception. Les négociations ne se laissent pas démonter par le revirement de la junte. Conformément aux décisions du comité du 26 juillet de Conakry, le comité rompt les négociations, demande le renforcement de l'embargo. Mise au banc de la communauté internationale, la junte fait l'objet d'une pression constante. Dès le début du mois d'août 1997, la Sierra Leone est ravagée par d'incessants combats. Elle est prise entre les bombardements de l'impressionnant contingent de l'ECOMOG et le harcèlement des Camajors. Elle est ébranlée par l'isolement dans lequel l'on confiné les États de la CEDEAO. Pour atténuer le poids des pressions extérieures et intérieures, la junte essaie de desserrer le taux. Elle sollicite l'aide de la Guinée pour relancer les pourparlers rompus le 29 juillet. Le dictateur impénitent signifie qu'il ne renonce pas à une habitude jugée mauvaise, incorrigible. Lassana Conté reçoit le 9 août au Petit Palais de Boubiné une délégation sierra-léonaise conduite par l'oncle du major Johnny Koroma. L'ex-président Joseph Saïdou Momo, des entrevues, il ressort que la junte est disposée à poursuivre les négociations avec le comité des 4 mandatés par la date de novembre 2001 annoncée pour un retour au régime civil est négociable. Il s'agissait d'aménager un calendrier de transition. C'est à ce moment qu'a lieu le 20e sommet de la CEDEAO à Abuja, Nigeria, du 27 au 28 août 1997 pour discuter le rôle de l'ECOMOG dans le règlement de la crise de Sierra Leone. Le sommet ne demande qu'une seule chose, le renforcement de l'embargo, toujours le renforcement de l'embargo. Dès septembre 1997, la Sierra Leone est privée de nourriture et de carburant. Elle connaît une récession dramatique, ce qui se traduit par l'arrêt de toute activité économique. Si les conséquences de l'embargo sont désastreuses pour l'économie, la guerre est aussi ruineuse pour la situation sanitaire du pays. En plus des obus de l'aéroport de Luigi occupé par des forces nigérianes, des bombardements sur des points stratégiques de la capitale causent des dégâts matériels importants. Le contrôle strict des eaux territoriales empêche la circulation des bateaux, des chalutiers et des pirogues. Les couches socio-professionnelles, les fonctionnaires et les enseignants, les médecins et les étudiants par réaction ont lancé une opération de désobéissance civile provoquant le dysfonctionnement de l'administration sur fond de crise économique. Dysfonctionnement signifie trouble, difficulté dans le fonctionnement, tout manque, les médicaments et surtout le carburant. La situation générale était désastreuse. Elle ne peut être pire que ce qu'elle était. Voilà, hey. Donc elle était bonne pour nous, Faforo, et moi, Birahima. Nous, Yacouba le bandit boiteux, le féticheur multiplicateur de billets, et moi, Birahima, l'enfant de la rue, sans peur ni reproche, l'enfant soldat, Yamoko Dei. Nous avons été appelés, nous avons pris du service aussitôt. Yacouba le bandit boiteux sauta sur une jambe et cria « Voilà, hey !» Allah était pour nous. Nous pouvions reprendre du service. Yacouba fut installé comme Grigrimane et moi, je rejoignis les enfants soldats. Les enfants soldats passaient à leur mission habituelle, l'espionnage. Au cours d'une mission d'espionnage, les chasseurs tuaient 3 enfants soldats. Parmi les enfants soldats morts, il y avait Siponi, la vipère. Je me fais un devoir de dire l'oraison funèbre des Siponi parce que je le veux. Lui, Siponi, c'est l'école buissonnaire qu'il a perdue. Il était au cours élémentaire 2 à l'école de Tout-le-Pleu. Après avoir redoublé 2 fois, vu qu'il allait pas très souvent en classe, école buissonnaire sur école buissonnaire, un jour, il en a eu marre, il a tout laissé tomber et a tout vendu. Le crayon, le cahier, l'ardoise, tout et tout, même le cartable. Et il a acheté des bananes avec le produit de la vente. Voilà. Ça, il a fait le matin, mais le soir, le problème de rentrer à la maison s'est posé. Comment Siponi pouvait rentrer à la maison sans son cartable?
Il allait se faire étriller par sa mère et son beau-père. Étriller signifie malmener. Il allait se faire étriller et se faire priver de nourriture. Non, Siponi ne pouvait pas rentrer à la maison. Où aller? Il se mit à divaguer et arriva aux abords d'un hôtel. Il en vit sortir un gros Libanais. Il se présenta au Libanais comme un petit sans père ni mère qui cherchait une place de petit boy. Ni père ni mère. Voilà un que je peux employer sans payer, se murmura le Libanais, et il l'engagea sur le champ. Le lendemain, Siponi quitta tout le bleu avec son nouveau patron pour la ville de Mans. Après quelques semaines au service de son patron qui s'appelait Feras, Siponi remarqua que Feras amena beaucoup d'argent et le gardait dans une armoire dont la clé ne le quittait jamais. Un soir, cependant, avant d'aller à la douche, Feras pendit son pantalon avec la clé. Siponi prit la clé, ouvrit l'armoire, prit l'attaché-case plein de billets. Il alla placer l'attaché-case dans le jardin avant de venir dire au revoir à son patron. Dans la nuit même, alla trouver avec l'attaché-case plein de billets un vieux qui s'appelait Tejan Touré. Tejan Touré se prétendait le frère à l'africaine de la mère de Siponi, son oncle. Tejan garda l'attaché-case et le matin de bonne heure, il prit un camion pour la ville de Danané. Là, Siponi fut Tejan garda l'attaché-case et le matin de bonne heure, il prit un camion pour la ville de Danané. Là, Siponi fut placé chez un ami à Tejan. Des mois passèrent. Un jour, Tejan Touré arriva, le visage décomposé. Après de longues explications embarrassées, il en vient à l'essentiel. L'attaché-case avait été volé. Oui, volé. Malgré son air et ses longues explications, Siponi restait sceptique. Siponi posa quelques questions auxquelles Tejan a répondu. C'était pas possible. Siponi ne crut pas aux déclarations de Tejan et décida de ne pas se laisser faire. Sans perdre de temps, il alla au commissariat le plus proche pour se constituer prisonnier et dénoncer son receleur Tejan. On allait chercher Tejan et on l'amena dénoncer son receleur Tejan. On alla chercher Tejan et on l'amena à la police. Par la torture, on le fit avouer. On les conduisit tous les deux à la police. Par la torture, on le fit avouer. On les conduisit tous les deux, Siponi et Tejan, en prison. Tejan dans la prison centrale et Siponi dans la prison des petits. Dans la prison des enfants, Siponi tomba sur Jack. Jack avait entendu parler des enfants soldats du Libéria et de Sierra Leone et il ne rêvait que d'être un enfant soldat. Il communiqua son enthousiasme à Siponi. L'enthousiasme signifie admiration passionnée. Ils décidèrent tous les deux d'aller au Libéria aux enfants soldats. Ils attendaient une occasion. Elle s'offrit quand l'équipe de la prison alla jouer contre une équipe paroissiale dans un village à quelques kilomètres de Mans. Siponi et Jack en profitèrent pour prendre la tangente. Ils s'enfoncèrent dans la forêt. Après de longues pérégrinations, ils ont rencontré des guérilleros. Les guérilleros leur donnaient des armes ainsi que les cours sur le maniement du kalash. Les voilà enfants soldats. C'est ainsi que Siponi devint un enfant soldat. Comment obtient-il le sobriquet de vipère? Plusieurs faits, dont le tour qu'il joua aux habitants du village de Sobresso. Les autres enfants soldats attaquaient de front. Comment fit-il Siponi? Comment se glissa-t-il pour se trouver derrière les villageois? Les retraites étaient coupées. Ils capitulèrent. Capituler, c'est cesser cette résistance, se reconnaître vaincu. Siponi les a surpris et trahis comme un serpent, comme une vraie vipère. Ainsi s'achève la première partie de notre chapitre. Je vous dis à très bientôt.